Les preuves que nous avons concernant l'Ukraine et la mer Rouge montrent que, malgré le fait que les États-Unis dépensent plus que tout autre pays au monde dans l'industrie de la défense, ils n'ont pas la capacité de dicter les conditions, comme les brochures marketing pourraient le suggérer. Mais je pense que nous devons également voir que le Japon, la Corée du Sud et l'Australie sont déjà intégrés dans la stratégie des États-Unis. Cette approche est très similaire à la réponse européenne à la crise ukrainienne. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Bonjour à tous, je suis Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui j'ai le plaisir de parler avec deux collègues. L'une est Suzanne Weigelin-Schwidzik, spécialiste de la Chine, avec un accent sur l'histoire contemporaine et la politique. Elle a été professeure de sinologie à l'Université de Vienne jusqu'à sa retraite en octobre 2020. Suzanne est citoyenne allemande, mais elle se trouve actuellement en Autriche. Ensuite, nous avons Warwick Powell, professeur adjoint à l'Université de technologie du Queensland et senior fellow de l'Institut TAI. Il se spécialise dans les questions de multipolarité de la Chine et est également membre de l'Alliance pour la paix multipolaire avec moi. Aujourd'hui, nous voulons discuter du rôle de la Chine dans cette émergence de multipolarité et du type de multipolarité qu'elle représente. Suzanne et Warwick, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette discussion aujourd'hui. C'est formidable que nous puissions avoir cette discussion entre nous trois, car vous avez tous deux vos spécialités et perspectives sur la manière dont la Chine opère dans le système international. Permettez-moi de commencer avec Suzanne. Vous m'avez envoyé un court texte expliquant comment vous voyez la Chine évoluer. Vous avez également souligné que les Européens pourraient ne pas comprendre pleinement comment la Chine perçoit l'émergence de la multipolarité. Pourriez-vous expliquer comment vous voyez la Chine évoluer? Ensuite, je demanderai à Warwick de répondre à cela. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Je pense que nous devrions commencer par comprendre qu'avant la guerre en Ukraine, la Chine n'utilisait pas très souvent le terme multipolarité. Ils l'ont utilisé pendant une certaine période, mais ensuite il a disparu. Ce n'était pas central dans les discussions en Chine parce qu'à cette époque, la Chine voulait diviser le monde en deux. Il cherchait à trouver un moyen de coexister avec les États-Unis pour éviter la guerre tout en étant reconnu comme égaux par les États-Unis. Cependant, avec le début de la guerre en Ukraine, un troisième acteur est entré en scène, la Russie. L'une des raisons pour lesquelles la Russie a décidé d'utiliser la force militaire était de clarifier que le monde ne pouvait pas être divisé en seulement deux puissances. C'est un changement significatif, et nous essayons encore de comprendre pleinement ses implications. La Chine a dû passer de son plan initial de division du monde en deux à l'intégration de l'idée que la Russie voulait être le troisième acteur. Maintenant, la Russie introduit le concept de multipolarité, mais elle ne définit pas clairement ce que cela signifie. Il pourrait également y avoir des différences dans la façon dont la Russie et la Chine comprennent le concept de multipolarité. Je pense que la partie chinoise comprend que les régions du monde qui composent le Sud global doivent être intégrées dans ce concept de multipolarité. Ils reconnaissent également que cette multipolarité impliquera non seulement plus de pays, mais aussi une dynamique entre les nations les plus puissantes. Selon leur évaluation, il s'agit des États-Unis, de la Chine, de la Russie et d'autres pays influents de diverses régions. C'est pourquoi nous voyons maintenant des pays du monde entier exprimer leur désir de faire partie de cette multipolarité et d'avoir une place à la table.
Pour la Chine, l'institution et le lieu de la multipolarité seront le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ne cessent de le répéter encore et encore. Nous avons les BRICS, le rôle de l'Inde, et maintenant 50 chefs d'État africains en visite à Pékin. Warwick, avez-vous remarqué un changement en 2022 dans la rhétorique de la Chine sur la multipolarité? J'ai probablement accordé un peu moins d'attention aux mots individuels. Cela n'a jamais vraiment été mon approche pour observer la Chine. Certaines personnes se concentrent beaucoup sur des mots et des phrases spécifiques dans les discours pour comprendre la Chine. Cela a été une façon d'essayer de comprendre le pays depuis longtemps. J'adopte une perspective plus large, ce qui signifie que certains détails peuvent ne pas être aussi clairs pour moi. Mon approche examine comment la Chine a navigué dans le monde depuis 1949. Nous devrions nous rappeler qu'il y a 70 ans, la Chine a initié les principes de coexistence pacifique et a participé activement au processus de Bandung. Pendant toute l'ère d'après-guerre, la République populaire de Chine a cherché des moyens de construire un sentiment de souveraineté nationale. Elle vise à se protéger et à faire avancer ses intérêts sans s'impliquer excessivement dans les conflits d'autres pays. Ce faisant, la Chine a participé à la création de multiples nouvelles institutions aux côtés de celles établies lors du règlement d'après-guerre, comme le Conseil de sécurité de l'ONU et les Nations unies. Je fais spécifiquement référence à des institutions telles que l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Celles-ci ont fait partie d'une pratique de multipolarité non alignée, même si elles ne sont pas explicitement étiquetées comme telles. Je mentionne cela parce que je pense que nous avons vu, et cela se connecte peut-être un peu avec les commentaires de Suzanne, l'émergence d'un effort plus explicite pour définir la politique étrangère chinoise, à la fois comme un discours et comme une pratique d'une grande puissance. Ces dernières années, 3 documents clés ont été publiés: l'initiative de sécurité, l'initiative de développement et l'initiative de civilisation. Ensemble, ils visent à façonner notre exploration et notre réflexion sur le rôle de la Chine dans le monde. C'est un travail en cours. Nous essayons de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un cadre ou d'une approche fixe. Au contraire, cela évolue à mesure que la Chine cherche à se comprendre elle-même, sa région immédiate, et à répondre à un environnement en pleine transformation. Ce que nous essayons de faire ici, c'est, du point de vue de la vie en Australie et en Europe, de comprendre la Chine. C'est la discipline de base de la sinologie, n'est-ce pas? Regardez la Chine de l'extérieur. Suzanne, vous avez également mentionné dans vos emails que vous ne pensez pas que la Chine soit correctement comprise, ou comment elle cherche à redéfinir son rôle dans le monde. Comment pensez-vous que la Chine gère ce processus actuellement? Et comment les Européens gèrent-ils l'approche de la Chine à ce sujet? Je pense tout d'abord que les Européens n'ont pas encore compris qu'ils doivent considérer la Chine comme une puissance mondiale. Ils semblent avoir quelque peu peur de la Chine. Souvent, la peur vient d'un manque de compréhension. C'est le problème fondamental auquel nous sommes confrontés. Les gens croient que nous ne pouvons pas comprendre la Chine. Alors ils n'essayent même pas. Lorsqu'on suggère que ce n'est pas si difficile et qu'il suffit de rester informé, ils sont souvent surpris.
be on top of things, then they're very astonished, and they don't really like to take this for granted because it's much Et easier ils for n'aiment them pas vraiment to prendre simply cela rely pour on what acquis, they are being parce qu'il est told in beaucoup plus Washington facile about pour China eux and then simply take de this se for fier à ce qu'on leur dit à granted. The biggest Washington à problem, I propos de la think, Chine. is that we do not Le plus understand gros how problème, je China pense, wants est que nous ne to be comprenons recognized pas as a world comment la power, Chine and veut how être China, at the reconnue same comme une time, puissance wants to mondiale, avoid war tout as en a voulant means éviter la of guerre comme telling moyen de everybody in this s'affirmer. world that China Si vous comparez la Chine et la Russie, vous verrez qu'au début de la guerre en Ukraine, la Chine a été vraiment choquée par ce qui se passait au milieu de l'Europe. Monsieur Blinken a mentionné que Xi Jinping avait été informé de tout cela. Blinken said, that of course Xi Jinping was informed of all of this and things like this. I don't believe in this at all, but it was a good narrative at the time. Je n'y and crois this pas du tout. narrative is still going on, Mais, of China vous savez, being, c'était un bon récit sort à of, l'époque. the best friend Ce récit of selon Russia. lequel la Chine est le I think meilleur if you- ami de la if Russie you est read toujours en what was written cours. in the newspapers, Si vous China lisez ce qui at the était time écrit when dans les war journaux started, chinois you au saw début de how la China guerre, was shocked. vous verriez Why à quel was point la China Chine était shocked? choquée. First of all, it was shocked Pourquoi la because Chine Russia était-elle was choquée? using D'abord, c'était parce que la Russie a utilisé des moyens militaires pour affirmer sa position dans le système international. Deuxièmement, ils pensaient que c'était une mauvaise idée d'attaquer en premier. Les Chinois préfèrent être les seconds dans un conflit, pas ceux qui l'initient, mais ceux qui réagissent à une attaque d'un autre. C'est une manière très traditionnelle de voir les conflits militaires et les attaques. Lorsque la guerre a commencé, si vous lisiez les réseaux sociaux et les journaux officiels en Chine, ils suggéraient souvent que c'était une erreur pour les Russes d'attaquer en premier. Ils pensaient que la Russie aurait dû attendre que l'autre camp fasse le premier mouvement. C'est quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement. Pendant longtemps en Europe, nous pensions que la Chine était notre meilleur ami parce que nous y gagnions beaucoup d'argent et nous ne voulions pas que cela change. Mais nos dirigeants nous disent que la Chine est une menace importante. Et bien que nous pensions également que la Russie est quelque chose dont nous devons avoir peur maintenant, la politique à Washington évolue vers un recentrage sur l'Asie. Ainsi, nous, Européens, nous tournons également vers l'Asie et nous considérons soudainement la Chine comme une menace majeure pour l'Europe. Je ne crois pas du tout que la Chine soit une menace pour l'Europe. Je pense que pour la Chine, l'essentiel est de gagner l'Europe et de créer un fossé entre les États-Unis et l'Europe. Cela isolerait les États-Unis et rendrait difficile pour eux de poursuivre leurs intérêts militaires. Il y a toutes ces narrations trompeuses, et parfois il est difficile de savoir lesquelles sont prises au sérieux et lesquelles ne le sont pas. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, quelqu'un dans l'armée suisse, je ne me rappelle pas s'il était général ou simplement un officier de haut rang, a sérieusement dit à la radio suisse que nous devons nous préparer pour le moment où les Chinois attaqueront l'Europe. J'ai trouvé cela ridicule. Comment fait-il? Mais certaines personnes croient de telles choses. La narration selon laquelle la Chine est une menace significative pour l'Europe existe. Warwick, comment réagissez-vous à ce que Suzanne vient de dire? Et deuxièmement, comment voyez-vous la projection narrative des États-Unis et de l'OTAN sur ce qu'est la Chine en ce moment? Oui, il y a pas mal de choses à déballer là-dedans. Beaucoup de ce que Suzanne a dit ouvre de nombreuses voies pour une réflexion plus approfondie. Voyons comment nous avançons. La première chose que j'observe dans cette dynamique actuelle, c'est qu'il y a la perspective de la Chine, puis il y a la perspective de l'Amérique sur la Chine, la perspective de l'Europe sur la Chine, et ainsi de suite. Les discours occidentaux dominants sur la Chine, qui sont devenus particulièrement répandus au cours des 6 à 8 dernières années, s'appuient de plus en plus sur une série de caricatures. Ils ont mobilisé un arsenal rhétorique et émotionnel général de peur.
Nous voyons cette notion de menace tout au long du récit transatlantique sur la Chine. Elle influence les attitudes des alliés occidentaux, même en Asie, comme l'Australie et le Japon. La Chine est désormais perçue à travers ce prisme de menace. Cette perspective a une longue histoire. Bien qu'elle puisse être irrationnelle à bien des égards, elle exploite les peurs et les paranoïas qui ont parfois façonné les attitudes occidentales envers la Chine. Ces attitudes remontent à plusieurs siècles. Le premier point est à noter. La deuxième chose sur laquelle j'essaie souvent de réfléchir n'est pas seulement la perspective de la Chine, mais comment la Chine pourrait penser le monde. Cela contraste conceptuellement avec la façon dont l'élite de la politique étrangère occidentale a tendance à voir le monde. Dans ces différentes perspectives sur ce qu'est le monde et comment les pays y existent, nous pouvons commencer à comprendre les différences. Le cadre occidental considère souvent le monde comme une collection de pays individuels ou d'États-nations qui interagissent en fonction d'intérêts définis. Ces interactions sont largement anarchiques, car il n'y a pas d'autorité suprême pour maintenir les choses sous contrôle. Les États-Unis cherchent à jouer un rôle à travers leur position de hégémon. Cependant, l'opinion dominante est que le monde est composé d'un ensemble atomisé d'États-nations. La Chine, en revanche, voit le monde de manière holistique, croyant que toutes les parties du monde sont interconnectées et intimement liées. Ce sens de coexistence mutuelle holistique contraste avec l'ensemble atomisé et disparate des relations. Je pense que ça cadre le monde de manière incroyablement différente. C'est un point de départ utile pour comprendre la vision du monde de la Chine par rapport à la perspective occidentale. Suzanne, êtes-vous d'accord? Well, I would totally agree that this is very important. Eh bien, je serais tout à fait d'accord pour dire qu'il est très important d'analyser non seulement les récits européens sur la Chine, mais aussi la vision que la Chine a d'elle-même. Nous devons comprendre que la Chine ne se contente pas de regarder le monde de manière holistique, mais reconnaît également ses propres intérêts. Cela implique que la Chine essaie d'atteindre ses objectifs dans le cadre de cette vision holistique, ce qui complique notre perception de ce qui se passe en Chine. Vous venez de mentionner les 3 documents que la Chine a publiés ces dernières années. L'idée d'une communauté mondiale avec un avenir partagé que la Chine essaie de promouvoir comme une alternative au récit occidental est très intéressante. Il y a un certain conflit entre ce que la Chine dit et ce qu'elle fait dans la région. La Chine affirme ne pas vouloir utiliser des moyens militaires et met l'accent sur la diversité, reconnaissant les éléments divers du monde. Elle estime que chaque pays a le droit de suivre sa propre logique, tradition et culture. Cependant, si vous examinez comment la Chine traite les ethnies non-Han à l'intérieur de ses frontières et ses tentatives d'affirmer sa domination sur l'Asie de l'Est, vous verrez un tableau différent. L'approche de la Chine ne consiste pas seulement à aimer tout le monde et à leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Elle considère également les relations internationales en termes hiérarchiques. Les catégories hiérarchiques proviennent probablement de l'histoire chinoise et de l'expérience historique du système tributaire, où la Chine était considérée comme le centre d'une région. Historiquement, la Chine s'est vue comme le centre du monde. C'est un aspect important de la pensée chinoise que nous devons prendre en compte pour comprendre pourquoi la Chine est plus affirmée dans sa propre région. Elle est coercitive à l'intérieur de son propre pays, notamment dans la relation entre la majorité Han et les minorités ethniques. Cet élément doit être inclus dans le récit, bien que les Chinois eux-mêmes ne le reconnaissent pas.
although the Chinese, of course, don't integrate it themselves. I find that quite interesting because this was Je trouve cela assez intéressant, car cela soulève une question pour moi, notamment en ce qui concerne le voisinage proche de la Chine, qui est un terme des relations internationales occidentales. La relation avec les Philippines, à mon avis, pourrait être bien meilleure si la Chine offrait plus d'incitations et utilisait moins de coercition. Cependant, il y a eu beaucoup de coercition en ce qui concerne les Philippines. En même temps, la veine est très efficace pour ceux de pays plus éloignés, ceux d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et cela offre, pour le moment, une vision du monde plus multipolaire ou diversifiée. Le problème avec l'Occident est qu'il projette souvent ses propres concepts sur les autres. Par exemple, la façon dont ils se sont comportés dans leur hémisphère, en particulier aux États-Unis, où ils ont purgé toute la population autochtone, et ce qu'ils s'attendent à ce que la Chine fasse dans sa sphère. Cependant, ce n'est pas la même approche que la Chine adopte avec les non-Han chinois. Warwick, veux-tu réagir à cela? Plus précisément, la vision de la Chine de son voisinage proche par rapport au monde plus large. Je pense qu'il y a probablement deux choses à considérer. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec la caractérisation de l'approche des Han chinois envers les 55 groupes minoritaires en Chine comme étant coercitive. C'est un cliché typique occidental, surtout en ce qui concerne les Ouïghours au Xinjiang, et c'est souvent répandu sans preuve. Gérer les minorités ethniques au sein de tout État-nation moderne implique des défis. Comment un État-nation préserve-t-il et crée-t-il un sentiment de nation, ce qui implique un certain niveau d'homogénéité, tout en permettant également l'hétérogénéité? Chaque pays est confronté à ces défis. Je n'accepte pas la caractérisation selon laquelle l'approche chinoise envers les groupes minoritaires au cours des 60 ou 70 dernières années a été particulièrement coercitive. Nous pouvons mettre cela de côté pour un moment. La question des Philippines est également intéressante. L'utilisation d'incitations était prédominante jusqu'à il y a environ 2 ans, lorsque les Philippines avaient un gouvernement différent. La Chine avait un engagement plus orienté vers l'économie avec les Philippines, fournissant un financement important pour le développement des infrastructures. Cependant, au cours des 2 dernières années, ces relations sont devenues de plus en plus instables avec le changement d'administration. Donc, ce n'est pas seulement que la Chine a une approche coercitive envers ses voisins. En fait, ce n'était pas le cas avec les Philippines jusqu'à très récemment, lorsque les tensions ont éclaté. Le deuxième point intéressant est de comparer l'approche de la Chine avec ce que fait le Vietnam en mer de Chine méridionale par rapport à ce que les Philippines ont fait là-bas ces derniers temps. Les Vietnamiens ont été engagés dans un programme de récupération beaucoup plus agressif et expansif sur une longue période en mer de Chine méridionale sans provoquer de réaction chinoise significative. La question intéressante pour moi n'est pas tant la Chine en soi, mais ce qui marque la différence entre l'approche vietnamienne et l'approche récente du gouvernement Marcos. Et la grande différence est que le gouvernement Marcos a, au cours des 18 derniers mois environ, cherché à renforcer sa relation militaire avec les États-Unis. Cela a été fait en réactivant des liens historiques et en élargissant les bases aux Philippines. Ils ont également contourné les interdictions constitutionnelles contre la présence de troupes américaines ou étrangères sur le sol philippin. De plus, ils ont permis aux Américains de déployer des missiles à courte et moyenne portée aux Philippines visant la Chine. Rien de tout cela, bien sûr, ne crée un environnement que la Chine, le plus grand acteur du voisinage, verrait positivement. Les tensions et les problèmes impliquent toujours plus d'une partie. Le dernier point que je ferai concerne la question du tribut.
last point that I'll make goes to this question of tribute. There is, following Fairbanks, a very Il existe, selon Fairbanks, un récit très standard sur le fonctionnement des États tributaires. Une grande partie de cette recherche a été démantelée et réfutée grâce à des examens plus détaillés de la manière dont le soi-disant système de tribus fonctionnait réellement. C'était bien plus subtil et complexe. En fait, l'idée que la Chine soit le centre n'a pas conduit les nations d'Asie du Sud-Est à devenir subordonnées. Fait intéressant, lorsque des tribus étaient offertes à Pékin dans le passé, l'empereur offrait souvent un cadeau réciproque d'une valeur substantiellement supérieure à celle du tribut lui-même. C'était la nature de ce qui était, ironiquement, une relation asymétrique qui accompagnait le fait d'être le plus grand et le plus influent acteur du voisinage. I totally agree. I think we need to Je suis totalement d'accord. Nous devons examiner de près les mécanismes du système tributaire. Une partie de mes recherches se concentre sur cela, car nous ne devrions pas supposer que simplement parce que la Chine est le centre, elle contraint d'autres pays de la région à jouer des rôles spécifiques. Je suis également d'accord avec votre description de la situation aux Philippines. La Chine veut que les autres pays de la région acceptent qu'elle est l'acteur principal. On peut dire que la Chine joue un rôle dominant ou qu'elle est le centre de la région. Ce que la Chine veut, c'est que ces pays reconnaissent son rôle majeur. Pourquoi la Chine veut-elle cette reconnaissance? C'est parce que la Chine sait que son principal concurrent, les États-Unis, utilise des pays de la région pour faire en sorte que la Chine soit reconnue comme le centre. Autrement dit, ce que nous voyons aux Philippines est exactement ce que la Chine redoute. Les États-Unis aident des élites politiques alternatives à prendre le pouvoir et à s'établir comme une force pouvant rendre la position de la Chine dans la région inconfortable. Je ne dis pas que la Chine contraint les pays de la région. Je dis que, tout comme il y a des centaines d'années dans le système tributaire, la Chine veut être reconnue comme le principal acteur. Cela ne signifie pas qu'elle dicte à tout le monde ce qu'il faut faire. Je pense que la Chine est assez satisfaite de l'attitude de la plupart des pays de l'ASEAN qui ont une relation avec les États-Unis, mais maintiennent également une relation forte avec la Chine. Have a relationship with the US, but also have a strong relationship with China. China is quite happy with this situation. La Chine est assez satisfaite de cette situation. C'est similaire à la façon dont elle traite les minorités ethniques à l'intérieur de ses frontières. Je n'accepte pas simplement ce récit sans question. J'ai en fait mené des recherches sur le terrain au Xinjiang avant que la situation ne devienne ce que beaucoup considèrent maintenant comme un régime coercitif. Pendant mon séjour là-bas, de 2007 à 2010, j'ai observé que la Chine changeait progressivement ses politiques. Cela n'a pas toujours été coercitif. La Chine est passée de méthodes très inclusives de gestion de la relation entre la majorité Han et les minorités à l'utilisation parfois de méthodes coercitives. Elle oscille entre ces approches. Mais pourquoi fait-elle cela? C'est parce que selon une logique très traditionnelle en Chine, cette entité politique que nous appelons la Chine a son centre à Pékin. Ils considèrent ces minorités comme leurs frontières avec le reste du monde. Si le reste du monde utilise ces frontières pour mettre en danger la stabilité du centre, les élites en Chine deviennent très nerveuses. En ce moment, le gouvernement central en Chine voit l'Occident comme utilisant le mécontentement de certaines de ces minorités, de grandes minorités d'ailleurs, dans les régions périphériques de la Chine, comme des instruments pour déstabiliser la situation en Chine dans son ensemble. Et c'est pourquoi ils essaient de rendre cela impossible en étant plus coercitifs qu'auparavant. C'est quelque chose que nous pouvons certainement affirmer, et vous le voyez dans tous les documents,
que le Parti communiste chinois rédige sur ces questions. Vous le voyez aussi dans le débat académique. Il pense qu'il est nécessaire de ne pas mettre l'accent sur la diversité, mais sur l'homogénéité. C'est l'une des raisons pour lesquelles les choses ont changé au Xinjiang, au Tibet, en Mongolie et dans d'autres régions périphériques de la Chine. Yeah. Look, I think in just about all large geographical territories. Écoutez, je pense que dans presque tous les grands territoires géographiques, les périphéries sont toujours des zones intéressantes, n'est-ce pas? Surtout là où il y a des différences ethniques entre ceux qui vivent en périphérie et ceux qui dominent l'État-nation ou la politique. En Chine, comme l'a dit Suzanne, lorsque les périphéries sont attaquées par des forces extérieures, le régime réagira pour stabiliser ces zones et minimiser le risque qu'elles deviennent des sources d'instabilité chronique. Un autre aspect intéressant est l'idée d'être reconnu comme le principal acteur en Asie. Cela est lié à la fois aux expériences historiques d'après-guerre et possiblement d'avant-guerre concernant la manière dont les États-Unis ont encadré la Chine. How the United States has framed China. And the United States has framed China from the late. Les États-Unis ont présenté la Chine, dès la fin des années 1800, comme une frontière à conquérir, à la fois économiquement en tant que marché à accéder, et comme une frontière pour l'influence spirituelle. De la fin des années 1800 à la Révolution, il y a eu une croissance significative des missionnaires protestants des États-Unis travaillant en Chine. Ils ont joué des rôles importants dans les débats publics sur ce que la Chine moderne pourrait ou devrait devenir. Cette influence a atteint un point où Chiang Kai-shek et sa femme ont été baptisés chrétiens, et beaucoup au sein du Kuomintang, KMT, dans la République de Chine, considéraient leur objectif comme la création d'une Chine chrétienne. En 1950, les missionnaires avaient essentiellement été expulsés. Beaucoup ont fui vers Taïwan ou Hong Kong, tandis que certains ont quitté la région pour toujours. D'autres sont restés avec l'intention de reconstruire une base pour revenir. Nous voyons cela dans la documentation historique à la fois des États-Unis et du lobby taïwanais, le lobby du KMT de la ROC, qui était actif à Washington tout au long des années 1950 et 1960. Il cherchait à maintenir et à mobiliser un soutien continu du Congrès pour reconquérir la Chine. Cette campagne s'est déroulée dans un contexte où les États-Unis avaient un débat domestique fervent au début des années 1950 sur la question de qui a perdu la Chine. Cette idée de perdre la Chine n'était pas seulement perçue comme une défaite militaire, elle était également vue comme une défaite au niveau de la guerre spirituelle. Nous le savons parce que les communistes étaient considérés comme sans Dieu. La documentation d'archives de McCarthy et d'autres décrivait Chiang Kai-shek comme la personne menant notre guerre. Dans le célèbre discours de McCarthy, cette notre guerre était liée à l'idée de l'athéisme du communisme. Étant donné ce contexte historique, il n'est pas surprenant que ceux de Pékin aient un profond sentiment de méfiance quant à ce qu'ils croyaient que les Américains cherchaient finalement à accomplir à Taïwan, ainsi qu'à Hong Kong et dans la région en général. Ils le voyaient comme une continuation de la guerre spirituelle pour récupérer ce qui avait été perdu en 1949. Oui, on pourrait dire que la prise de pouvoir communiste en Chine a été la première défaite que les États-Unis ont dû reconnaître après la Seconde Guerre mondiale. La deuxième défaite a été la guerre de Corée, suivie du Vietnam, et ainsi de suite. Le problème de l'incapacité des États-Unis à imposer leur système au monde est très présent en Asie de l'Est. Pour cette raison, Taïwan est un lieu important où les États-Unis et la Chine ont des intérêts clairs. Les deux tentent de démontrer qu'ils peuvent résoudre la situation à leur avantage.
can actually solve the situation for their own good. So that is why I think that Europe C'est pourquoi je pense que l'Europe ne devrait pas simplement rester les bras croisés et observer ce que font les États-Unis, la Chine et Taïwan concernant la question de Taïwan. En tant qu'Européens, nous avons le devoir de travailler activement pour empêcher à la fois la Chine et les États-Unis d'utiliser des moyens militaires pour résoudre la question de Taïwan. C'est une approche complètement différente de ce que nous voyons actuellement à Bruxelles, où les gens ont tendance à se ranger du côté des États-Unis et croient que c'est la meilleure façon de soutenir Taïwan. Mais plus nous soutenons les États-Unis, et si les États-Unis décident qu'il n'y a pas d'autre moyen que de confronter la Chine par des moyens militaires, plus nous verrons le monde s'effondrer de manière terrible et brutale. C'est pourquoi je pense que l'Europe, en tant que continent qui devrait avoir appris du passé à éviter la guerre, devrait travailler activement pour prévenir une guerre à propos de Taïwan. Les deux parties ont de bonnes raisons d'être en colère l'une contre l'autre, surtout lorsqu'elles perdent confiance. En ce moment, la Chine a perdu confiance dans les États-Unis et les États-Unis ne font plus confiance à la Chine. C'est une situation très dangereuse. Yeah, look, I think the question of Taiwan, let me just quickly touch on this, Pascal. Je pense que la question de Taïwan est souvent mal comprise. Les gens ont tendance à oublier l'histoire. Le problème est qu'avec une attention limitée ou une perspective restreinte, nous ne voyons que la situation actuelle. Taïwan fait partie d'une guerre civile en cours. N'oublions pas cela. Cette guerre civile n'est pas terminée. Les deux côtés du détroit ne reconnaissent pas les revendications souveraines de l'autre sur le même territoire national. Il n'y a ni armistice, ni traité de paix. En fait, jusqu'en 1991, la République de Chine maintenait une politique de renforcement des forces jusqu'à un point où elle pourrait attaquer et reprendre le continent. Et ce n'est qu'après cette période qu'il a changé sa position pour adopter une posture défensive. En faisant cela, il a également apporté des amendements à la Constitution de la République de Chine, abordant une désignation spéciale pour le territoire de Taïwan dans le contexte de la Chine dans son ensemble. Ainsi, l'île de Taïwan fait partie de la Chine libre, la région de Taïwan, mais ce n'est pas une entité souveraine distincte. C'est le point clé à retenir. Nous avons une guerre civile inachevée. Les guerres civiles peuvent se terminer de plusieurs manières différentes. L'une d'elles consiste à retarder la résolution pendant encore 10, 20 ou 30 ans, en maintenant un statu quo évolutif sans effusion de sang. C'est une possibilité. Une autre possibilité est une résolution où les parties conviennent d'un règlement quelconque. Maintenant, cette résolution peut se faire de plusieurs manières. L'une est sans effusion de sang et l'autre avec effusion de sang. Nous sommes à un moment crucial où l'Occident doit réfléchir à son rôle dans la résolution pacifique de cette guerre civile. Ceux qui défendent des positions qui sapent effectivement la politique d'une seule Chine, en prétendant que Taïwan est une entité souveraine, ignorent l'héritage d'une guerre civile inachevée. Ils jouent avec le feu en poursuivant leurs propres intérêts au détriment de la paix pour les deux côtés du détroit. Puis-je intervenir? Ils vont non seulement à l'encontre des intérêts des deux parties, mais aussi de leurs propres intérêts. S'il y a une guerre à propos de Taïwan, l'économie mondiale s'effondrera en très peu de temps. Le conflit deviendra international, pas seulement une guerre entre Taïwan et la Chine en quelques jours. Cela sera très mauvais pour le monde en général. Le problème que nous avons est qu'il y a des gens, surtout dans l'establishment de Washington et les cercles néoconservateurs, qui sont réellement prêts à accepter cette situation.
Ils l'ont fait avec l'Ukraine, en poussant à une guerre qui aurait pu être désamorcée à plusieurs reprises, par exemple, en maintenant une Ukraine neutre. Il y a des cercles prêts à faire cela. Je les appelle bellicistes, ou comme vous voulez. Malheureusement, il y a des gens qui recherchent cela. Je veux cependant intercaler deux choses. Unfortunately, I want to interject though two things. One, my observation is that Premièrement, mon observation est que les conflits qui s'éternisent ont tendance à évoluer. À l'origine, la question entre Taipei et Pékin était « Qui est la Chine? Est-ce Taipei, la République de Chine, ou est-ce Pékin, la République populaire de Chine ?» Cette question est réglée. Aucun des deux côtés ne la débat plus. La question maintenant est de savoir si Taipei, la République de Chine et Taïwan sont une entité distincte. C'est complètement différent. Je ne suis pas du tout d'accord, mais le récit du conflit a changé, n'est-ce pas? The narrative of the conflict changed, didn't it? No, not settled at all, and this is my point. There is a Non, section of ce n'est pas du tout réglé. C'est mon point de vue. Il y a une partie de l'establishment politique taïwanais qui veut avancer comme si cette question était réglée de facto parce qu'ils veulent en réalité promouvoir l'idée de l'indépendance de Taïwan. Pour cela, ils ont certains moyens. Tout d'abord, ils doivent faire adopter une résolution au yuan législatif à Taipei. Il existe des dispositions qui permettent la redéfinition des territoires qui composent la République de Chine. Ensuite, il doit y avoir un référendum parmi les citoyens éligibles de ces territoires. Cependant, ils ne vont pas réussir à accomplir l'une ou l'autre de ces étapes. Ils n'arriveront même pas à réaliser la première. Donc ils avancent comme si c'était une réalité acceptée de facto. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que Pékin n'accepte pas cela comme une revendication de facto. Beijing does not accept that as a de facto claim. Right. Does Pékin accepte-t-il l'existence de la République de Chine? China? No, neither side accepts each other. That's the point. Non, aucun des deux camps n'accepte l'autre. C'est le point, n'est-ce pas? Pékin considère la République populaire de Chine comme le successeur de la République de Chine. Donc il ne s'agit pas de deux Chines. Il n'y a qu'une seule Chine. La question est de savoir laquelle ce sera. C'est le problème. Beaucoup de jeunes pensent « Oh, il y a une île, donc c'est facile à définir parce qu'elle est géographiquement distincte. » Mais ce n'est pas le problème. Le problème concerne la souveraineté. Le fait qu'il y ait une série de territoires impliqués, dont certains sont entourés par l'océan, est une question différente. Nous devons résoudre cette première question. And so until we actually resolve this first question, so Taiwanese separatists have the means. Ainsi, les séparatistes taïwanais ont les moyens de poursuivre leurs objectifs s'ils le souhaitent. Cependant, je doute qu'ils le fassent, même avec le soutien tacite de ceux à Washington qui sont des va-t-en-guerre poussant dans ce sens. Qui va défier l'armée populaire de libération? Au cours des 2 dernières années, nous avons vu la capacité de l'armée populaire de libération à encercler rapidement les îles au nom de la défense de la souveraineté du pays, et non comme un moyen d'invasion. On n'envahit pas son propre pays, on le défend contre les menaces extérieures. C'est un point de vue de Pékin. Si c'est le cas et que l'île est entourée, elle n'a que 10 jours de carburant. Que se passe-t-il ensuite? Il y a un blocus et une zone d'exclusion aérienne. There's a blockade, there's a no-fly zone. C'est le danger où les choses peuvent devenir violentes. Et ce serait bien si nous pouvions éviter cela. Yep, so I go back to my original description of the sort of scenarios. Je reviens à ma description initiale des scénarios. L'alternative à cela est le statu quo, qui continue d'évoluer et de changer. C'est aussi un problème car il existe différentes opinions sur ce que signifie le statu quo. Depuis Washington, on entend une rhétorique s'opposant au changement unilatéral du statu quo de part et d'autre. Cependant, la vision de Washington du statu quo et celle de Pékin sont assez différentes. Washington se contente de fournir des armes et une formation à Taïwan, la République de Chine. En ce qui concerne les Chinois, le statu quo remonte à 1972 et à la déclaration conjointe, ainsi qu'aux déclarations ultérieures de Jimmy Carter,
où il y avait un accord pour retirer les troupes américaines de Taïwan. There was actually an agreement to withdraw American troops from the island of Taiwan. So the status quo has always been salami. Le statu quo a toujours été progressivement érodé par l'Occident depuis le tout début. Cela ne ressemble-t-il pas un peu à ce qui s'est passé en Ukraine, où des accords ont été signés puis ignorés? C'est le problème que nous avons maintenant. Je pense que tu as raison, Pascal. Le temps fait des choses incroyables, car, à mesure que les personnes ayant vécu certains événements disparaissent, les jeunes générations ont des expériences différentes. Celles-ci façonnent leurs attentes et leur compréhension de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. Donc plus vous pouvez retarder ce problème, meilleures sont les chances qu'il y ait un résultat différent. Je reviendrai sur ce point ou quelque chose de similaire. Mais Suzanne, veux-tu répondre? Yes, thank you. I think we have to come back to the Oui, merci. Je pense que nous devons examiner la situation en mer de Chine méridionale pour comprendre la relation entre ce qui se passe autour de Taïwan et ce qui se passe en mer de Chine méridionale. Il est intéressant de noter que lorsque Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés à San Francisco en novembre dernier, ils ont convenu d'apaiser la situation à Taïwan pendant la période des élections présidentielles. Depuis lors, la situation en mer de Chine méridionale s'est améliorée, ce qui signifie que les tensions y ont diminué, alors qu'elles ont également diminué près de Taïwan pour l'instant. Cependant, alors que les États-Unis sont extrêmement actifs en ce qui concerne Israël, Gaza et l'Iran, les acteurs plus petits de la région, comme les Philippines et Taïwan, remarquent ce changement. Les États-Unis doivent en fait retirer une partie de leur marine du Pacifique pour répondre aux besoins d'Israël. En conséquence, ces pays deviennent plus actifs dans la poursuite de leurs propres agendas. Il est intéressant de noter que le président nouvellement élu à Taïwan n'a reçu que 40% des voix. La plupart des gens en Occident négligent ce fait. Les deux autres candidats ont ensemble 60, tandis qu'il n'a que 40%. The two other candidates have 60%. He only has 40%. So he was trying to be nice. Il a essayé d'être diplomate dans son premier discours après l'élection. Cependant, dans son discours d'inauguration et ses récents discours, il a clairement indiqué, comme l'a expliqué Warwick, qu'il considère le statu quo comme défini par la République populaire de Chine, reconnaissant l'existence de facto d'un État indépendant sur l'île de Taïwan, et vice-versa. Il a déclaré qu'il est prêt à négocier avec le continent sur la base d'une égalité absolue. Cela n'implique pas que Taïwan soit une province du gouvernement central de Pékin, mais plutôt qu'il est égal au gouvernement central de Pékin. C'est en fait une nouvelle définition du statu quo et va bien plus loin que la présidente Tsai Ing-wen, son prédécesseur. Je pense que nous voyons que la Chine essaie maintenant de réagir à cette situation en établissant un blocus dans un délai relativement court. Historiquement, si la situation économique à Taïwan se détériore, les élites taïwanaises ont tendance à se diviser et à chercher une solution pragmatique. Je crois que c'est ce que la Chine vise actuellement. Ils savent qu'une guerre contre Taïwan serait catastrophique pour l'économie mondiale, l'économie chinoise et l'économie taïwanaise. Ils sont également incertains quant à leur chance de gagner une telle guerre. Ainsi, ils utilisent d'autres moyens et espèrent une division au sein des élites taïwanaises comme moyen de résoudre le problème avec une activité militaire minimale dans la région. Oui, Suzanne, tu as fait de très bonnes observations sur les positions des électeurs lors de la récente élection. Il est intéressant de noter que les systèmes électoraux varient d'un pays à l'autre. Comme tous les jeux, et je le dis dans un sens théorique des jeux, ils génèrent des résultats spécifiques en fonction de la manière dont les règles sont établies.
Un résultat intéressant dans un système de scrutin majoritaire à un tour, qui est ce que nous avons pour les élections présidentielles sur l'île, et qu'une pluralité suffit pour qu'un candidat gagne. Donc, vous avez un candidat qui est le chef exécutif, mais qui ne contrôle pas les mécanismes législatifs. Cela nous dit quelque chose d'important. La population n'est pas massivement engagée envers l'agenda du DPP. C'est significatif. Cela se rapporte au deuxième point de Suzanne, sur la façon dont l'élite et la base démographique qu'elle représente pourraient réagir sous pression. Nous parlons de changements dans les arrangements militaires et économiques qui affecteront les moyens de subsistance des habitants de l'île. Les élites réagiront rapidement. Il n'y a aucun doute à ce sujet, à mon avis. En fait, je pense que la pression sera forte pour que des appels téléphoniques soient passés de Taipei à Pékin très rapidement en cas de blocus sérieux. Cela viserait à protéger l'île contre des forces extérieures, spécifiquement les forces américaines à Okinawa, aux Philippines et dans le Pacifique occidental. Dans tous ces contextes, je crois que les planificateurs militaires à Pékin sont raisonnablement confiants que les Américains ne peuvent pas l'emporter. Ils ne sont pas en position de dominer le Pacifique occidental. Par conséquent, les Américains pourraient avoir besoin de reconsidérer leurs actions. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a des changements dans la nature de la guerre et des technologies militaires qui permettent à la Chine de contourner la première chaîne d'îles aujourd'hui. De plus, les preuves provenant d'Ukraine et de la mer Rouge montrent que malgré le fait que les États-Unis dépensent le plus pour la défense au niveau mondial, ils n'ont pas la capacité d'imposer leurs conditions comme leur marketing le suggère. Je pense que nous devons également reconnaître que le Japon, la Corée du Sud et l'Australie sont déjà intégrés dans la stratégie des États-Unis. Cette stratégie ressemble à la réponse européenne à la situation en Ukraine. Nous devons garder cela à l'esprit, surtout si un autre conflit survient au Proche-Orient. Les États-Unis sont déjà actifs dans de nombreuses régions du monde, ce qui limite leur capacité à se concentrer uniquement sur l'Asie de l'Est. C'est pourquoi ils mobilisent les forces japonaises, sud-coréennes et australiennes. Il appartient à ces pays de montrer s'ils soutiennent une éventuelle action militaire concernant Taïwan entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont compris qu'ils doivent mobiliser d'autres pays pour combattre en leur nom, plutôt que d'être directement impliqués dans une action militaire. Cela est particulièrement vrai lorsque deux puissances nucléaires comme la Chine et les États-Unis pourraient se rencontrer sur le champ de bataille. Ils essaient d'éviter cela. Ils l'ont signalé dès le début en discutant de la situation en Ukraine avec la Russie, déclarant qu'ils n'interféreraient jamais. Ils comprennent le danger énorme d'un affrontement entre deux puissances nucléaires. C'est une autre raison pour laquelle ils doivent mobiliser les pays de la région. C'est une situation très délicate. Plus vous mobilisez de pays dans la région, plus le gouvernement chinois peut devenir nerveux. Cela pourrait les amener à ne pas toujours prendre les bonnes décisions. L'Inde est d'une importance énorme dans ce contexte. Le Japon et la Corée du Sud ont des forces militaires relativement petites et ne peuvent pas rivaliser en termes d'effectifs. Cependant, si l'Inde est intégrée dans ce groupe de pays prêts à soutenir Taïwan, cela fournirait la main-d'œuvre nécessaire. C'est pourquoi des efforts sont faits pour intégrer l'Inde dans cette alliance. Ils croient que, avec le soutien de l'Inde, ils sont bien préparés à toute situation. Cette discussion est si vaste.
Nous aurions besoin d'une heure de plus, mais nous devons conclure maintenant. D'abord parce que j'ai une autre réunion. Ensuite, parce que j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Mais nous continuerons cela plus tard. Je vais vous donner 1 minute, Warwick, puis 1 minute, Suzanne, pour conclure le débat. Warwick. Eh bien, écoutez, c'est vraiment une discussion. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait des points de désaccord réels. Je pense que nous ajoutons simplement de la profondeur et de la richesse aux réflexions ici. Je vais conclure avec ces points. Premièrement, toute intervention des puissances occidentales et de leurs alliés concernant le détroit de Taïwan est une intervention dans une guerre civile. C'est le premier point que je ferai. Le deuxième point est que je pense que Suzanne a absolument raison. Les Américains sont dans une position où ils sont contraints de chercher à mobiliser les autres. Fait intéressant, en mobilisant d'autres, ces pays dépendent largement des Américains pour le matériel. C'est un problème car la faiblesse américaine est fondamentalement liée à sa capacité industrielle et à sa chaîne d'approvisionnement pour la réparation et le remplacement. Ils peuvent mobiliser tous les alliés qu'ils veulent, mais à moins que ces alliés ne soient fournis avec le matériel nécessaire pour un engagement soutenu, ou auront un désavantage significatif. Maybe I want to wrap up by Je veux conclure en introduisant une réflexion que nous n'avons pas encore discutée, mais que nous devrions envisager pour notre prochaine réunion. Beaucoup de gens parlent de la fin de l'ère de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la Seconde Guerre mondiale et l'ère post-Seconde Guerre mondiale jouent encore un rôle important dans les événements actuels. Il est intéressant de noter que l'Allemagne et le Japon, les deux pays vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale, sont sur le point de jouer des rôles majeurs dans les développements des mois à venir. En tant qu'Allemand, je suis très intéressé par la compréhension de cette situation, bien que je ne sois pas sûr de la saisir pleinement pour l'instant. Avec Pascal Lotaz au Japon, nous avons quelqu'un qui peut fournir une perspective japonaise. Je pense que ce serait vraiment important et intéressant. Et voici ma suggestion pour le prochain panel que nous allons avoir. Nous ne commencerons pas en 1945. À la place, nous commencerons en 1931. Très bien. Sur ce, mes amis, Suzanne Warwick, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal. Merci de m'avoir invité. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.